Vous avez un petit code QR. C'est parti, on vous souhaite la bienvenue tout le monde à cet atelier qui s'appelle Perspectives autochtones, culture et citoyenneté québécoise et univers social. En fait, je ne sais même pas si c'est ça le titre qui était inscrit au programme. Il devait avoir le mot complémentarité probablement dans le programme, on espère, parce que c'est ça le but, c'est ça le point. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On est content d'être là, on est content de vous voir. On sait qu'il y a des gens à la maison aussi. Puis, est-ce que tu veux, Steve, tout de suite qu'on se présente ou qu'on fasse un petit scan de la salle pour avoir le profil des participants? Bien, on va commencer par se présenter. OK, allons-y. Donc, moi, je suis Steve Quérillon du Service national du récit de l'univers social, donc prof d'histoire, de géographie. Puis, ben, je suis content de voir qu'il y a certains collègues que je vois aussi en univers social, donc les CP, qui font aussi US et CCQ. Maintenant qu'on peut dire CCQ est devenu une science sociale. Qu'est-ce que tu allais dire? Sciences humaines, vous faites partie des sciences humaines. Ah oui, hein, les domaines, on dirait qu'on on se sent de plus en plus proche de vous autres. Tout à fait. Donc, je suis quand même vraiment contente. Ça fait un bout qu'on prépare cet atelier-là. On a travaillé là-dessus pas mal cette année. Ça fait quelques fois là, déjà qu'on offre cet atelier-là, mais on avait à cœur, puis d'abord parce que c'était une question qui nous était posée aussi du réseau, de voir où s'arrêtait un peu la limite entre CCQ, US, aussi les terrains d'entente, donc la complémentarité possible, mais surtout bien définir les rôles de chacun puis qu'est-ce qu'on peut faire pédagogiquement parlant dans chacune des disciplines. Alors, préambule pour dire que nos deux, au mandat national du récit, là, on porte des mandats liés à une discipline, c'est un mandat national. Alors, Steve, lui, s'occupe vraiment dans le domaine du développement de l'univers social, du réseau, accompagnement, soutien, production de ressources, plein de collaborations. Puis nous, du côté du développement de la personne, bien, vous le savez, on est très impliqués là, au niveau du déploiement puis de l'implantation du nouveau programme CCQ. Et donc, c'était vraiment une belle opportunité, une occasion pour nous de collaborer puis d'essayer de voir justement où est-ce que nos chemins se rencontraient, finalement. Moi, je vois cet atelier-là un peu comme une discussion. C'est comme un prof d'histoire qui jase, de géographie qui jase avec une enseignante de CCQ pour voir un peu c'est quoi notre compréhension de ce programme-là, comment on peut être complémentaire, comment l'histoire peut supporter certaines de vos actions en classe. Donc, c'est vraiment, voyez-le comme une discussion. Puis c'est de même qu'on a bâti un petit peu l'atelier. Dieu sait que oui. On a discuté. On a réfléchi beaucoup. Avant de commencer, on s'est présenté. Puis comment tu veux faire ça? On aimerait peut-être vous faire lever la main parce que on veut savoir quand même à qui on s'adresse. On sait que vous êtes un groupe proprement CCQ, très certainement, mais peut-être que dans certains cas, vous avez aussi d'autres mandats, donc vous avez un double profil peut-être. Donc, c'est ce qu'on veut savoir, hein, Steve, si vous avez, s'il y en a parmi vous qui portez les deux dossiers, disons, donc univers social et CCQ, donc soit en accompagnement ou en enseignement, disons? OK. Parfait. Donc, ça vous concerne dans certains cas. Parfait. On y va avec ça. Donc, un peu, c'est un de nos points de départ. Finalement, les enseignants et les enseignantes sont des acteurs incontournables de la réconciliation avec les peuples autochtones. Ça, c'est une des conclusions, donc une des phrases qu'on peut lire dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Donc, c'est un rôle qui nous incombe à tous les profs, finalement, les acteurs du réseau de l'éducation. C'est certain qu'en US, déjà, il y a un bon bout qui est fait. Il y a beaucoup de contenus qui sont abordés. Ça fait longtemps que vous trempez là-dedans puis que vous allez là, vraiment dans le sens de ce rôle-là. En ECR aussi, il y avait certaines choses qu'on abordait, certains contenus aussi. Donc, on pouvait aller dans ce sens-là, mais maintenant, avec CCQ, il y a quand même, puis on verra là, un peu plus pendant l'atelier, en quoi on peut faire œuvre utile aussi en CCQ pour finalement atteindre cette finalité-là qui est quand même au cœur, puis qui est bien présente, là, qui nous incombe à tous dans le réseau. On vous a mis un petit lexique parce que, bon, c'est une question qui revient souvent dans le réseau. Je ne passerai pas à travers les définitions, mais évidemment, l'appellation Première Nation et Inuit, c'est celle qui est à privilégier. Autochtones, plus ou moins, parce que, bon, on dirait que c'est des Autochtones, il y en a partout. Là, donc, je pense que Première Nation et Inuit serait la façon idéale d'appeler les personnes autochtones. Donc,
Il y a peut-être l'utilisation du mot indien, donc qui se fait seulement quand il est question de la loi sur les Indiens. Donc, ça reste un aspect légal, un statut aussi légal qui est toujours existant au Canada. Donc, quand vous allez avoir la présentation ou quand dans le programme on va avoir le mot indien, bien, ça fait référence au statut légal comme tel ou à la loi en tant que tel. Et donc, l'intention pour cet atelier, on aimerait qu'ensemble, on ait exploré des moyens qui permettent de faciliter l'intégration des perspectives autochtones dans notre enseignement de CCQ, évidemment en prenant appui sur l'univers social, parce que, comme je vous disais tantôt, en filigrane, il y a vraiment le mot complémentarité qui est là, puis qui va vraiment teinter la plupart des propositions qu'on va vous faire, que ce soit lorsqu'on compare nos démarches, que ce soit dans les ressources qu'on peut utiliser, dans les contenus, également dans la façon d'aborder des sujets sensibles. Donc, la complémentarité va vraiment être au cœur de tout ça. Puis, on pense, c'est le pari qu'on fait un peu, là, on pense que ça va nous aider, donc, en CCQ, à pouvoir intégrer, faire cette action qui est intégrer les regards et les perspectives autochtones. Pour faire ça, un plan de match en trois temps. D'abord, la place du temps et du territoire. Alors, oui, des exemples qu'on espère concrets, qu'on espère le plus possible concrets. Donc, des exemples de complémentarité vraiment sous l'angle du temps et du territoire, qui sont des concepts chers aux collègues en univers social, mais qui peuvent avoir une place aussi, qui peuvent nous être utiles aussi en CCQ. Donc, on va voir comment. Ensuite, des approches pour aborder des sujets potentiellement sensibles. On ne peut pas passer à côté. Puis, au niveau de CCQ et au niveau d'univers social, on a comme des postures propres qui peuvent nous aider à aborder ces sujets-là. Donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Puis, finalement, on va terminer avec des ressources un peu plus orientées vers l'enseignement de CCQ. On va s'appuyer aussi sur l'annexe 3 du programme pour essayer de cibler là, des ressources pertinentes puis qui répondent comme à certains critères qui sont énoncés dans cette annexe-là. Et voilà. Donc, d'entrée de jeu, si on essaie de résumer rapidement l'enseignement de l'univers social, l'histoire géo, on pourrait dire que c'est l'étude des sociétés dans l'espace, sur leur territoire et dans le temps. Donc, au début, on a essayé vraiment de voir c'est quoi l'essence même, la moelle épinière de la discipline pour vraiment essayer de voir la distinction. Ce qui est intéressant, on va beaucoup travailler sur le concept de territoire, mais d'abord se dire que le territoire, c'est un concept, hein, donc c'est un construit, même si ça a l'air bien tangible là, autour de nous, là, mais c'est vraiment un construit. Puis bon, il y a cet élément-là de comment on se représente le territoire qui est important, justement, pour bien comprendre les perspectives autochtones, vous le savez. Le deuxième, c'est la cohabitation dans le temps. Pour ce qui est de l'histoire, les géographies, on travaille beaucoup sur les relations de pouvoir entre les groupes. C'est sûr que l'histoire, c'est le changement, la continuité, ces choses-là, conséquences. Mais tu sais, en trame de fond, si on regarde bien les programmes d'univers social, c'est vraiment des relations de pouvoir entre des groupes constamment qui sont présentés. Et c'est vraiment un des aspects qui touche le programme de formation. Puis du côté de CCQ, bien, si on se pose la question suivante, alors quelle place ou en quoi, comment on peut utiliser puis intégrer finalement les perspectives ou les regards ou les réalités autochtones dans le programme? Ben, d'abord, on peut s'intéresser aux compétences que vous connaissez. Alors, la compétence 1, qui est étudier des réalités culturelles, qui est vraiment ancrée dans la discipline de la sociologie, qui nous amène à étudier donc des objets d'étude. C'est donc dire que les réalités autochtones, des réalités actuelles, contemporaines bien sûr, et non pas des réalités issues du passé, vont devenir des objets d'étude. Donc, c'est à ça qu'ils vont nous servir en CCQ. Puis, du côté de la C2, ben, on est invité à réfléchir sur des questions éthiques, à proposer des options, proposer des solutions possibles à des enjeux contemporains, des enjeux actuels. Et puis ça, ben, bien sûr que les réalités autochtones puis des enjeux vécus par certaines communautés dans certains lieux au Québec vont nous permettre finalement de s'exercer à cet exercice de réflexion. C'est répétitif, mais bref, c'est vraiment donc des enjeux puis des tensions sur tout ça. Là, le mot peut-être important à retenir, c'est que les tensions que certaines situations conflictuelles, relationnelles entre des groupes, entre les institutions, parfois, bien, ça va nous inviter donc à s'engager dans cette démarche de réflexion-là. J'ajouterais peut-être en univers social, puis
pour comprendre vos collègues, parce que dans le fond, vous allez rentrer dans cette discussion-là avec vos collègues d'univers social, c'est qu'il y a 15 compétences, un nombre innombrable de programmes. Il n'y a pas de cohésion autant qu'il peut y avoir en CCQ, parce que bon, les programmes ont été écrits dans le temps aussi. Fait que c'est pour ça que ça devient difficile à un moment donné de se dire, OK, tel programme, mais tu sais, on a fait cet exercice-là pour voir avec vous, là. Donc, ayez ça en tête, là, 15 compétences en univers social, c'est quand même quelque chose du primaire au secondaire. On se disait, hier, on se disait, des fois, c'est difficile de démêler la C1 et la C2. Vous en avez 15. Donc, fait que c'est pas super. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce qu'on s'est dit qu'on prenait les interventions? Si jamais vous avez des questions, des interventions en cours de route, n'hésitez pas, on fera la course au micro où on pourra peut-être reformuler vos interventions aussi. Là, on a quand même on a le temps quand même de les prendre. Donc, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Oui, Lise. Je reviens. Bien, juste une petite précision. Là, vous dites que vous avez 15 compétentes en univers social, mais les 2 qu'on voit là, c'est quoi? Vous les avez ramassées ou... En fait, ce n'est pas des compétences, c'est plus des objets d'apprentissage. On va le nommer comme ça, mais dans les compétences, tu as lire l'organisation d'une société sur un territoire. Tu as aussi, à un certain moment, la question du territoire revient dans les différents programmes, et la question du temps est spécifique à l'histoire. Mais c'est ça, ça a été comme un peu compliqué de faire un espèce de résumé. L'équivalent de ce que vous avez à droite, là, c'est un exercice un peu plus difficile à gauche. Oui, exactement. Puis aussi, cette diapositive-là, ben, on l'a pas, je pense même pas qu'on a nommé le mot, mais ce qui nous a quand même orienté pour réfléchir un peu ce qui allait s'y retrouver, c'est le mot démarche aussi, puis les méthodologies. Donc, de son côté, Steve va essayer de synthétiser un peu en quoi consiste la démarche historique ou la démarche en géo, là, tu sais, comme en lien avec le territoire. Donc, en sciences humaines, effectivement. Puis, du côté CCQ, si on essaie de se dire, ben, ça se résume à quoi les démarches en CCQ? Ben, on peut dire qu'on a une démarche en C1, donc une démarche en sociologie ou une forme de démarche qui rassemble différentes opérations, là, puis des habiletés intellectuelles. Puis on a aussi une démarche de réflexion éthique. Donc, c'est un peu ça là, qui était le fil conducteur, là, Lise, de cette diapo. Voilà. Donc, la première chose, la question du temps. Veux-tu que je te passe ça? Prendre ça, oui. Ouais. En univers social, bon. Ça, c'est un extrait d'un manuel scolaire qu'il y avait dans les années 50 dans les écoles québécoises. Puis un passé quand même pas si lointain. Le manuel date de 51. Le manuel est utilisé jusque dans les années 60. Donc, bon, il est question justement des Iroquoiens. Puis bon, l'idée, c'est de voir un peu, par devoir de mémoire, de se dire, dans le fond, dans un premier temps, jusqu'à tout récemment, quand même, il y avait dans les écoles du Québec et des gens encore vivants qui ont reçu ce type d'enseignement-là dans les écoles. Puis, bien, vous savez, quand des choses qui sont perçues ou apprises étant jeunes, bien, ça peut perdurer dans le temps. C'est comme un peu pris dans notre ADN. Donc, se dire que ces choses-là existaient au Québec, c'est important dans un premier temps. Puis, bien, aussi, ça apprend peut-être sur comment on voyait les Autochtones à une époque, mais ça nous apprend surtout sur comment, dans le fond, les Canadiens français se percevaient ou essayaient d'avoir un récit historique qui leur était propre. Ça, c'est important, on va y revenir un petit peu plus tard, mais la question de se rédiger un récit historique qui nous ressemble est quelque chose d'important dans une société ou pour des personnes, vous allez le voir tantôt, pour les Autochtones. Dans ce cas-ci, c'était de se forger des héros nationaux à partir de ce qu'on connaissait, donc les religieux et tout ça. On le faisait au détriment des autres. Heureusement, l'histoire ne s'écrit plus de cette façon-là aujourd'hui. Mais quand même, il faut aussi voir ce texte-là comme aussi dans une perspective historique, puis je vais revenir encore tantôt, pour ce qu'il est, un témoin du passé. Okay? Il ne faut pas rester non plus insensible face à ces choses-là. Il y a un jugement éthique, éventuellement, un coup qu'on a analysé cette chose-là de façon objective, à un moment donné, il faut se dire, bon, juger cette chose-là de façon éthique, mais c'est là, je pense, que CCQ arrive et où vous avez vraiment quelque chose, ou des outils, ou un programme qui vous permet d'aller plus loin quand il est question de jugement éthique aujourd'hui
à la lumière d'un texte comme celui-là. Voilà. Oui, puis ce qui est intéressant aussi sur ce que tu nous présentes, Steve, c'est pas... vous savez, il y a tout ce qui est de l'ordre du développement de la pensée critique, quand même, qui n'est pas une compétence en soi, mais qui est comme une forme, comment on l'appelle, une forme de... C'est pas une finalité, là, mais disons, quelque chose qui est à développer de façon transversale dans le programme, hein, la pensée critique. Puis la pensée critique, c'est très, très proche de la réflexion épistémologique, donc être capable d'avoir une forme de réflexion sur les types de savoirs puis la façon dont les savoirs sont produits. C'est quand même intéressant de prendre acte de ce genre de savoir-là, très passéiste, puis de porter un regard objectif, mais critique également, puis de prendre acte du fait qu'aujourd'hui, 2025, bien, c'est pas comme ça qu'on relate les réalités autochtones. On a changé les mots, tu le disais tantôt en parlant du lexique, on a changé de posture, on a changé d'angle également. Donc, ça aussi, c'est très, même si on a un contenu très US devant, à l'écran, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la réflexion épistémologique qui est aussi très CCQ là, sur ce genre de document-là. Ouais. Tout à fait. Puis ben, la première réaction, peut-être d'un adolescent ou peut-être des gens de la place publique, qui disent ben, il était bien innocent dans ce temps-là. Mais tu sais, c'est facile de dire ça. Tu sais, as eu 150 ans pour y penser, toi. Là. Donc, c'est sûr que tu vas avoir une perspective différente, mais tu sais, il faut quand même avoir en histoire cette compréhension-là de la place du document et de la perspective historique. Fait que je trouvais que c'est une bonne entrée en matière par rapport à ça. Tout à fait. Ça va? Oui. Donc, place à... peut-être moi, j'ai rien appris. Je vous laisse écouter ça. J'ai rien appris à l'école par rapport aux Autochtones. C'est plus avec ma grand-mère et mon grand-père. C'était comme l'école de vie. C'est possible de monter le son. J'aimais mieux passer mes journées avec les autres que d'aller à l'école. Donc, c'est sûr que l'enseignement de l'histoire était... il n'y avait pas grand-chose sur les Premières Nations. On ne parlait pas de Premières Nations, on parlait d'Indiens. L'idée de nomades et sédentaires, peut-être, parce que ça à chaque fois, quand je vais dans les classes, ça me surprend. C'est assez réductif, là. C'est plus complexe que ça. D'abord, les Abénaquis étaient semi-nomades. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup, il y a les alliés des Français, puis il y a les ennemis des Français, les bons Indiens puis les mauvais Indiens. Là. Les Indiens, à l'époque, n'avaient pas grand valeur, dans le fond, et qu'on était seulement des supports des colonisateurs. Donc, on était soit des alliés ou soit des ennemis. C'est chronologique, mais ça se base sur des événements, des hommes ou des hauts faits canadiens-français. Puis en dehors de la communauté, ce qu'on présentait, c'est l'histoire de la colonisation. Quand nous avons découvert, nous, colons, le territoire, qu'est-ce qu'on en a fait? Plutôt que de parler de la perspective des Premières Nations qui ont été colonisées sur le territoire. Comme nous, on s'est fait envahir. Vous êtes arrivés chez nous. Puis si c'est ça la perspective, si c'est ça la recette, c'est sûr que la perspective autochtone va être effacée. Donc, ici, il est question, en gros, de revoir la recette. En gros, refaire une lecture de l'histoire, se réapproprier l'histoire, c'est quelque chose de majeur. Vous avez vu des personnes autochtones ici qui, de différentes nations, ça fait quelques années, on travaille en univers social sur le sujet. On leur a posé justement la question sur comment eux avaient appris l'histoire. Puis bon, c'est un des aspects qui est important, donner la parole, vous savez, donner la parole aux personnes autochtones pour justement qu'ils puissent se réapproprier cet objet-là qui s'appelle l'histoire. Puis bon, comment on fait ça? Tu sais, puis un parallèle certainement à faire. Tantôt, je disais... décoloniser l'histoire, c'est un des aspects, une des choses qui est abordée justement par une personne autochtone. Et dans le fond, on a vécu le même processus au Québec en tant que Canadiens français dans les années 60. Se réapproprier cette chose-là. Puis on a décolonisé l'histoire. C'est juste que le colon, il est anglais, tu sais. Fait que là, avec cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est de percevoir, nous, comme francophones, oui, avons été aussi colonisateurs. On a été colonisés et colonisateurs. Et ça, c'est une réalité qui est quand même toute nouvelle. Pour nous, dans l'Ouest canadien, la prise de conscience a été beaucoup plus rapide qu'au Québec. Puis, bien, sachant ça, avec ce contexte-là, bien, on comprend pourquoi, dans le fond, on veut renommer certains événements. Un peu comme, à l'époque, on parlait de la conquête de 1759,
Puis là, ben, la conquête, c'est une perspective anglaise. Si on prend la perspective francophone, c'est la défaite de 1759. C'est pour ça qu'il y a des événements qui doivent être revus, renommés, comme justement la fameuse découverte de l'Amérique. Il y a aussi dans le programme d'histoire quelque chose qui s'appelle la destruction de la Huronie. Détruire quelque chose, ça veut dire que c'est annihilé, il n'existe plus rien. Tu sais. Et bien, pourtant, c'était comme une appellation qui était comme dans le langage courant, tandis que bien, il existe encore. Maintenant, les Wendat, donc tout récemment, ils ont décidé d'enlever le Huron de leur nom. Donc, on serait mieux de parler de dislocation. Vous savez que les mots, c'est important quand on nomme des choses. Là. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Renommer les événements, c'est vraiment majeur. Puis, bon, c'est un processus qui est en cours. C'est pas terminé, hein, tu sais. D'autres perspectives aussi, il y a des événements dans l'histoire du Québec qui ont été abordés, qu'on aborde en classe, puis bon, c'est comme s'il n'y avait personne sur le territoire. L'exploitation forestière, c'est un cas assez majeur. On parle, bon, il y avait des arbres, et puis bon, on a coupé des arbres. C'est ça qu'on a fait, sans dire, dans le fond, qu'il y avait une présence autochtone. Donc, le livre de Coucoume, justement, relate cette chose-là. Puis, bien, l'autre élément, c'est de donner de l'agentivité aux Autochtones. Ça, c'est majeur. Puis, il y a David qui disait justement dans la vidéo, tu sais, c'est plus juste les alliés des Français ou les méchants comme les Iroquois, comme on voyait les Iroquois, comme on le voyait dans l'extrait. C'est vraiment de leur donner de l'agentivité, c'est-à-dire qu'ils deviennent acteurs. Et il y a cette réécriture de l'histoire-là qui est importante. Oui, puis moi, ce que je retiens aussi de cette capsule qu'on vient de voir, c'est le besoin puis la préoccupation de faire éclater un peu les catégories auxquelles parfois on est habitué. On a, entre autres, dans nos discussions, on a beaucoup parlé des familles linguistiques. On est habitué de parler en termes de nomades sédentaires et tout ça. Puis des fois, c'est des catégories qui nous rassurent, qui nous confortent un peu comme pédagogue. C'est beaucoup plus facile de faire entrer les choses dans des cases. Mais tu sais, on se rend compte, c'est un peu ça qui nommait là, le besoin de faire entrer la nuance dans la façon d'appréhender puis de comprendre ces réalités-là. Puis voir la multitude de réalités. Puis ça, je pense aussi qu'à ce compte-là, CCQ a la volonté, là, si vous avez bien lu l'annexe 3, c'est beaucoup nommé, tu sais, de tenir compte de la variabilité des réalités contemporaines aussi, là. Donc, vraiment faire entrer la nuance dans notre façon d'aborder ces perspectives-là, puis essayer un peu d'éviter la catégorisation à laquelle on était habitué, même, il faut le dire, là, en ECH, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais on était beaucoup dans la catégorisation. C'est sûr que c'était plus facile, mais là, on essaie de voir un peu plus loin. Maintenant, donc là, on s'intéresse au temps. Donc, bien entendu, le temps en univers social, c'est central. Maintenant, le temps en CCQ, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque on l'a entendu plein de fois, notre but c'est pas de ressortir les événements historiques, c'est pas de comprendre le passé nécessairement. On s'intéresse vraiment au présent. Donc, que fait-on? Des repères historiques comme les grands changements, vous les voyez à l'écran, donc les grands changements, des dates, des moments importants, des faits historiques, des périodes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que ça veut dire que c'est pas utile? Est-ce que c'est pas nécessaire? Bien sûr que non. On peut prendre appui, on peut mobiliser, parce que tout ça, c'est des savoirs. Hein. On va vous montrer tantôt des exemples avec Steve. Donc, tout ça, c'est des exemples de contenus qui peuvent être développés, bien sûr, en univers social à différents moments du cursus des élèves, mais que nous, en CCQ, on peut être ratoureux, puis utiliser ces contenus-là, puis les remobiliser dans notre classe. Puis ça, bien, ça peut être vraiment franchement utile. Ce que vous voyez en bas de la diapo, c'est des éléments de compétences, là. Donc, on peut prendre appui sur ces repères de temps-là pour mettre en contexte des relations sociales actuelles. Donc, contextualiser, amener des éléments de compréhension, comparer des interprétations selon l'époque. T'en donnais un exemple tantôt, Steve. Situer, intégrer différentes perspectives, comme par exemple une perspective historique versus une perspective actuelle sur une même réalité. Mobiliser différentes informations, tenir compte d'expériences. Quand on s'intéresse au point de vue en C2, vous savez, on est invité à tenir compte
compte de l'expérience des personnes qui ont vécu certaines choses pour mieux comprendre leur perspective en C1, mieux comprendre leur point de vue en C2. Bien ça en fait partie aussi quand on parle des événements marquants. Bien sûr qu'on on peut piger là-dedans. Puis finalement, situer certains repères dans le temps aussi. Donc, des éléments, des contenus ou des savoirs liés au temps, bien, c'est aussi utile en CCQ. Et puis, on a tout à gagner finalement de le savoir d'abord, puis de savoir les mobiliser dans notre cours pour ne pas faire les choses deux fois finalement. Il y a une question, je vous apporte le micro. Pour, à la maison, on demandait quand est-ce qu'on aborde ces repères de temps-là, justement. Donc, on annonçait qu'on y vient. Donc, ça, c'est pour le temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions là-dessus. Oui, Lise? Oui, petite question par rapport à situer et intégrer des perspectives. Je suis un peu surprise qu'en CCQ, on puisse prendre des perspectives historiques. Moi, ce que j'avais compris, c'était des perspectives actuelles de différents groupes. Oui. Alors, perspectives historiques, là, je veux juste peut-être bien comprendre. Moi, je le vois pas là, en CCQ. Oui, non, vraiment. Puis c'est une bonne question que tu poses parce que puis surtout, j'oserais dire que ça peut être un piège. Tu sais, on veut pas aller dans la compréhension historique. Par contre, je me permets de revenir un peu sur ce que j'ai nommé tout à l'heure en lien avec la réflexion épistémologique, le rapport critique au savoir, mettons. Donc, d'être capable de prendre connaissance ou de tenir compte du fait qu'il y a peut-être des perspectives historiques qui existaient, tu sais, puis de comprendre un peu dans quel contexte elles ont été produites versus pour comprendre une perspective plus actuelle, par exemple, qui nous amènerait à faire des choix en éducation, des choix de mots plutôt qu'un autre. Tu sais, comprendre pourquoi on a laissé tomber le mot Huron, puis là, finalement, c'est Wendat. Bien, de comprendre ce genre de perspective-là en prenant appui sur des perspectives historiques, en les comparant. C'est plus dans ce sens-là, mais je suis quand même vraiment d'accord que c'est tout de même peut-être un piège qui nous guette parce qu'on veut pas... ce qu'on veut faire, c'est pas de comprendre la perspective historique d'abord, dans le fond. C'est vraiment pour pouvoir avoir un élément de comparaison. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Oui, Benoît, je cours. Je me permettrais d'ajouter qu'en CCQ, quand on examine un phénomène culturel, parfois, ça va être un phénomène de changement. Puis à partir du moment où on parle de changement, bien, il y a une évolution dans le temps là, qui va entrer en ligne de compte. Puis aussi, pour comprendre un phénomène culturel, des fois, on n'a comme pas le choix d'avoir un petit peu d'origine historique de la chose, là, même si le but n'est pas l'histoire. Si on veut comprendre ce qui se passe maintenant, on va être obligé de fouiller un petit peu vers le passé. Donc, comme si on parle de féminisme, par exemple, ben, comprendre le féminisme aujourd'hui, c'est probablement difficile à faire si tu n'as pas de notion de c'est quoi l'histoire des luttes là, qui nous ont menés où on est maintenant. Donc, dans ce sens-là, je pense que CCQ peut être un prolongement qui arrive après des connaissances de base en histoire pour approfondir sur comment l'histoire a un impact sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'a souvent pas le temps de faire dans les cours d'univers social, les liens avec le présent. Mais là, en CCQ, on a une complémentarité où là, c'est justement comment l'histoire nous mène aujourd'hui qui devient l'élément central. Bien, c'est ça. Je pense que tu l'as bien décrit, là, le jugement éthique. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, ça, c'est plus la partie CCQ. Mais, tu sais, nous, on a un regard plus objectif du temps, dans le fond. On le regarde en détail. Puis, vous allez voir, dans les exemples qu'on a pris, là, c'est vraiment comme histoire met la table, en gros. Puis après ça, CCQ prend la balle au bon. Oui. Puis aussi, dernier exemple là-dessus, au même titre que des fois, on va mettre en parallèle, par exemple, une perspective économique sur une question, en parallèle avec une perspective, je ne sais pas moi, culturelle sur une question, puis une autre perspective, je ne sais plus quoi encore. Bien là, tu sais, ici, la proposition, c'est que la perspective historique peut être considérée comme une de ces perspectives-là, donc on intègre finalement pour une compréhension plus globale, en fait. Voilà. Une deuxième notion, la question du territoire, peut-être un deuxième court extrait pour la personne en arrière, pour le son. Donc, court extrait, on questionne les personnes autochtones sur ce concept-là.
C'est sûr que si on revient à l'essence même du territoire, pour nous, les Premières Nations, le territoire n'appartient à personne. C'est ça notre conception du territoire. Ce n'est pas qu'un lieu géographique. Le territoire, c'est aussi le langage du territoire. C'est aussi les savoirs, c'est aussi les traditions liées à la cueillette ou autre chose qu'on retrouve sur le territoire. Donc, c'est beaucoup plus vaste que juste un lieu géographique. Quand on parle de la langue atikamekw, on dit souvent, bien, je le dis souvent, qu'on parle la langue du territoire, parce que tous les mots sont rattachés au territoire. Quand on parle des saisons, on a 6 saisons chez les Atikamekw. Puis chaque saison nous dit quand est-ce qu'elle commence. Il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de 21 pour dire qu'on est l'automne, dire qu'on est une telle saison, mais c'est avec les signes là, que la nature nous marque, nous offre. Que le territoire, avant, se comprenait avec les rivières. Les rivières étaient les autoroutes. Quand on fait des fouilles archéologiques, par exemple, c'est toujours sur le bord des rivières, le bord des ruisseaux. Les populations autochtones, avant, circulaient beaucoup en fonction des bassins versants. Chaque rivière qui était connectée avec la rivière Outaouais ou le Kichizibi, c'était notre territoire. Bien, le territoire abénaki, ça va de la rivière Richelieu à l'ouest, à la rivière Etchemin à l'est, Donc, vous voyez, si on écoute bien Nicole, dans le fond, les signes de la nature nous envoient un signal sur quand commence le printemps. Donc, cette année, je ne sais pas s'il a encore commencé, selon elle. Peut-être juste revenir sur certains éléments. Tu sais, la conception du territoire, c'est quelque chose de fondamental pour les Autochtones. Moi, je me trouve chanceux d'avoir pu interviewer ces personnes-là sur ce sujet-là. Tu sais, une chose qu'il faut retenir, ça s'apprend par les pieds. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les GPS et tout ça, on a un peu perdu le contact. Hein? Tu sais, on ne se perd plus. Là. Fait que fermez vos GPS puis essayez d'expérimenter le territoire comme il s'ouvre à vous. Là. Des fois, vous pourrez peut-être vous perdre et peut-être tomber sur des surprises. Je vous invite à faire ça plus souvent. Quand on décrit aussi les limites naturelles, c'est sûr que l'humain essaie de dompter la nature. Hein? Donc, c'est important, tu sais, je trouve ça intéressant de la façon dont ils décrivent, ils parlent de leur territoire. Tu sais, les rivières qui sont autour, il y en a beaucoup qui ont été enterrées en ville. Là. Mais tu sais, c'est le fun de revoir cette idée-là de bassin versant en géographie. Puis bon, en même temps, tu sais, pour vous, en CCQ, c'est comment on perçoit le territoire aujourd'hui. Tu sais, puis bon, c'est sûr que ça a un élément aussi au passé. L'identité aussi, ça, c'est un élément nous, on a intégré il y a quelque temps. La question des Autochtones du Québec ou au Québec. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ça, c'est avec Médéric Sioui, quand on a travaillé avec lui. Médéric Sioui, qui est Wendat. Puis bon, la distinction, c'est ça, c'est vraiment une appartenance au territoire. Il y a un territoire qui est nommé Québec. Bien, tu sais, j'habite dessus, mais tu sais, ça, c'est au Québec. OK? Puis, bien, la question de la toponymie, bien, vous l'avez vu, là, tu sais, de redéfinition du territoire, tu sais, de renommer les choses, c'est important, de revoir justement cette appellation-là. Il y a, tu sais, genre le golfe de l'Amérique, hein? Donc, il y a, tu sais, c'est bête, c'est un exemple bête, mais de se dire qu'à l'inverse, si on revoit la toponymie, bon, c'est déjà se réapproprier justement ce passé-là. Quand on parlait d'un passé pour les Autochtones à réécrire, à se réapproprier, bien, c'est aussi passer par une toponymie, tu sais, qui est là. Il y a un aspect qui est intéressant aussi dans sédentaire nomade, que souvent, c'est comme en histoire, on fait souvent ça. Bien, on fait tout le temps ça, en fait. Puis les élèves nous disent « Ah, ouais, sédentaire nomade, même eux sont tannés. » C'est Médéric Sioui qui nous expliquait « Sédentaire nomade, je trouve que c'est très réductif. Là. Puis bon, c'est le propos aussi des gens qui sont là. C'est un peu comme dire, mettons, tu sais, il y a un camp d'été puis un camp d'hiver. Donc, nous, on passait de l'un à l'autre. Puis si tu regardes les snowbirds, bien, ils ont un camp d'été, ils sont en Floride, puis ils ont un camp d'hiver, tu sais, ou l'inverse. Donc, puis, ben, tu sais, ça ne m'apparaît pas comme des gens très, très nomades. Hein, tu sais, ils sont plutôt sédentaires. Donc, tu sais, il y a vraiment cette conception-là de nomade sédentaire auquel il faut sortir, pour justement comprendre ce que c'est le territoire. Puis, dernière chose sur ça,
La question du nomadisme, c'est aussi une question politique. De dire que les Autochtones se promenaient de façon, au gré du vent, ils se promenaient, il fait beau par là-bas, je m'en vais là-bas, ou je suis le gibier. C'est pour faire en sorte de ne pas reconnaître les revendications territoriales. Vous étiez là par hasard, tu sais. Tu te promenais, puis tu allais... Non, on suivait telle rivière pour aller au camp d'hiver, d'été. D'ailleurs, cette rivière-là a un nom. Avant que tu arrives, elle s'appelait comme ça. Fait que là, il y a une question d'appropriation du territoire, puis de revendication territoriale derrière toute la question du toponyme. Donc ça, une fois qu'on sait ça en histoire, bien là, on comprend plus les enjeux aujourd'hui en CCQ. Oui, vraiment. Puis d'ailleurs, ben là, la question maintenant qu'on se pose, on fait le même exercice, on se demande tous ces apprentissages et ces savoirs acquis en univers social. Tu sais, évidemment, on le dit tout le temps, on manque de temps en CCQ. Il y a quand même beaucoup de contenu, beaucoup de concepts à voir. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de s'intéresser au bassin versant, de comprendre tout ça, puis de faire des apprentissages formels sur ces éléments-là, chose qu'on vous laisse. Mais tout de même, comprendre comment sont réparties les nations sur le territoire. Donc, l'aspect, leur nordicité, on aime bien parler de ça aussi, leur nordicité, où est-ce qu'ils sont répartis, la répartition des réserves également, leur façon d'occuper le territoire, puis quels impacts ça va avoir sur leur mode de vie. On va voir des exemples tout à l'heure. Les limites naturelles des bassins versants. Donc, tout ça, ce sont des éléments proprement géographiques, mais qui très clairement peuvent nous aider à mettre en contexte certaines choses, mettre en contexte certaines dynamiques sociales, formuler des constats, bien évidemment, sur l'occupation du territoire, tenir compte d'expériences. C'était vrai pour le temps, mais c'est aussi vrai pour la manière d'occuper le territoire. Tu disais, Steve, c'est par les pieds. Le territoire est vraiment central dans leur réalité. Donc, c'est une forme d'expérience desquelles on peut tenir compte lorsque vient le temps de comparer puis de tenir compte de leur perspective ou leur point de vue. Puis ça devient aussi des repères, là, dans le fond, au niveau de l'occupation du territoire puis l'occupation de l'espace. Fait que c'est quand même vraiment des données puis des informations qui peuvent vraiment être franchement intéressantes et voire même nécessaires là, pour aborder ces questions-là puis pour développer ces éléments de compétences en CCQ. Est-ce que ça fait du sens? Oui, hochement de tête. Merci. Question, c'est bon? Parfait. Donc là, c'était un peu plus... c'est théorique, là. Vraiment, on a ouvert nos programmes, on a essayé de voir. Puis l'exercice auquel on s'est prêté, vraiment spécifiquement pour vous, on voulait vraiment arriver avec des offres de complémentarité ou des exemples plutôt de complémentarité un peu plus concrètes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de voir, d'une part, toujours une intention pédagogique possible en CCQ, donc en lien avec des contenus obligatoires, aussi en lien avec une des deux compétences à développer, et puis de voir finalement sur quoi est-ce qu'on peut prendre appui, donc des apprentissages qui seraient développés en amont dans le cadre du cours d'univers social par les élèves. Et puis aussi, on avait le souci de vous donner quelques repères de temps. Tout à l'heure, on a une participante qui disait « Ouais, mais là, à quel moment c'est vu dans l'année? » Bien, on va comme essayer de démystifier ça avec vous dans une perspective de comme planification annuelle, mettons. Fait qu'on essaie de vous donner des petites pistes là, qui pourront peut-être vous aider. Alors, on y va. On a fait l'exercice pour, tu sais, je veux dire, c'est pas exhaustif là, de tout le programme. On a quand même fait l'exercice pour chaque année de CCQ. Et donc, on débute avec la première secondaire. On pourrait amener les élèves en première secondaire à comprendre ce que peut signifier l'éco-responsabilité. En passant, c'est un concept à l'étude. Donc, chez les premiers peuples, et identifier des pratiques qui s'y rattachent. Puis ça, bien, vous voyez en dessous, là, toujours, on met la petite mention de qu'est-ce que ça développe. Donc, il est question de vision holistique. Vision holistique, donc, en quoi est-ce que leur vision là, d'interrelation puis de rapport très intime, finalement, avec le territoire, leur rapport avec la nature et donc leurs gestes et donc leurs attitudes et leur mode de vie, ben tout ça va comme s'inscrire dans une vision holistique qui n'est pas nécessairement un concept
En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas nécessairement un concept acquis. Ça se travaille. Ben, il y a des exemples au niveau de l'éco-responsabilité qui peuvent être travaillés. Puis du côté CCQ, c'est sûr, hein, on est quand même au balbutiement, fait qu'on n'a pas des tonnes d'activités comparées aux collègues en univers social, mais quand même, il y a des ressources qu'on juge intéressantes puisque souvent développées en collaboration ou par des personnes autochtones elles-mêmes. Ici, l'exemple que vous avez, il est cliquable. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelle Voix autochtone. C'est vraiment comme un tentacule de environnement et changement climatique du Canada qui contient, vraiment, cette chaîne-là contient plein de capsules vidéo produites par les communautés autochtones qui relatent, dans le fond, leur point de vue et leur perspective sur des enjeux climatiques actuels et donc qui intègrent leur vision sur la question. Ah, c'est intéressant. Oui. Je ne connais pas. Ouais. Donc, on prend appui sur quoi? Dans le fond, peut-être savoir qu'au premier cycle, il y a question justement de développement durable. En fait, tout le programme de géographie est basé sur cette notion-là de développement durable. On a peut-être, pour les gens en histoire, on a peut-être oublié cette idée-là, mais c'est en trame de fond, puis c'est exprimé dans le programme partout. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est pas le développement durable au sens, mettons, théorique de la chose. On le voit de façon très, très, très concrète avec des enjeux, notamment sur la question du transport, la question aussi du tourisme. Il y a aussi la question de l'énergie, donc différents milieux ou lieux où les profs de géo travaillent sur ça à différents niveaux. Puis bon, c'est pour ça que dans ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment, il y a une perspective, mettons, de l'environnement, mais en géographie puis en histoire, on s'intéresse beaucoup à l'économie puis aussi au social. C'est-à-dire que je peux bien dire, tout le monde maintenant, arrêtez de prendre vos chars. Puis bon, c'est ça, il va peut-être me manquer 2 axes au moins du développement durable. Fait que c'est important. En fait, sachez qu'en géographie, il y a cet élément-là dans le programme sur lequel vous pourrez prendre appui pour parler des co-responsabilités, dans le fond. Oui, puis de ne pas refaire, c'est toujours ça le mot d'ordre, là, efficience et intelligence. Donc, s'appuyer, donc connaître ce qu'on fait en univers social pour le réinvestir. Puis vous voyez ici, c'est un exemple. Vous allez dire, ça aide pas beaucoup toute l'année, là, mais c'est quand même c'est parce que c'est un concept. Il n'y a pas un moment de l'année. C'est pas comme une période historique où comme traditionnellement on va le voir en novembre. Là, c'est comme pas la même chose. Ça peut être vu un peu n'importe quand dans l'année en univers social, n'est-ce pas? Bien, il n'y a pas de chronologie en géographie, donc mais tu sais, métropole, là, au début de l'année secondaire 1, c'est souvent vu. Fait que toute la question, justement, des transports en commun, tout ça, ça va être abordé. Là, voilà. Secondaire 1. Et donc, vous auriez tout à gagner de travailler, de planifier en équipe de niveau. Donc, vous avez votre collègue en univers social, vous êtes en secondaire 1, bien, prenez donc le temps, en début d'année, peut-être de voir avec cette personne-là à quel moment le concept de développement durable va être développé. Donc, essayez de peut-être intégrer vos trucs CCQ après ou même simultanément. Pourquoi pas travailler même en interdisciplinarité si le contexte le permet, bien sûr. Ou encore en réinvestissement, donc sachant que les élèves auront fait des apprentissages en univers social parce que vous aurez discuté avec votre collègue, bien là, après ça, vous pouvez plus travailler sur la réactivation puis le réinvestissement de ces savoirs-là puis de ce concept-là pour, après ça, swinger ça, finalement, en CCQ puis pouvoir l'utiliser dans cette compréhension de l'éco-responsabilité chez les premiers peuples. Donc, voilà pour le premier exemple. Est-ce que ça vous parle comme exercice? Ouais? Parfait. Tant mieux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On a le même genre de proposition pour la 2e secondaire. On pourrait amener les élèves à expliquer comment se vit l'autodétermination des premiers peuples à travers l'organisation politique. Facile, pas facile? Donc, dans Démocratie et ordre social,
institutions démocratiques du Québec et du Canada. Donc, c'est un concept à développer, l'organisation politique des premiers peuples. Il y a différentes... c'est un exemple que vous avez ici, c'est cliquable. C'est le site que vous connaissez peut-être, Mythes et réalités autochtones. C'est une page en particulier. Ah, on dirait que le lien, je ne sais plus trop si c'est cliquable. Là, je vais m'organiser pour l'insérer si ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment une page qui parle des 11 nations, puis après ça, conseil de bande, gouvernance, là, les modes de gouvernance, etc., locale, régionale et tout ça. Donc, vous pouvez comme aller fouiller là-dedans, mais c'est quand même, il y a certains contenus au niveau de l'autodétermination puis au niveau de cette organisation politique-là, donc, qui sont travaillés, là, dans le fond, et sur le plan du temps puis du territoire aussi. Oui. Donc, tu sais, je ferais ça vers la fin de l'année, si vous êtes en secondaire 2, l'autodétermination, parce que dans le fond, il y a un certain nombre d'éléments qui sont abordés. Comme je disais tantôt, l'histoire, on oublie souvent que c'est une question de relation de pouvoir. Hein. C'est souvent le pouvoir dominant versus le pouvoir, dans le fond, des groupes marginaux. Puis ça, on le voit à travers métropole, colonie, ouvriers, patrons, colonisateurs, colonisés. Donc, il y a vraiment comme un certain nombre de choses qui sont vues en histoire. Puis, notamment aussi, bon, la Révolution américaine, française. Donc, tu sais, toute la question de l'autodétermination, c'est abordé en histoire. C'est pour ça que, mettons, après février, mars, là, avril, là, ça serait peut-être un bon moment pour faire ça. En ce qui concerne notre territoire, sachez qu'il y a un territoire qui est à l'étude en histoire, en géographie. Donc, les 3 nations, c'est les 3 nations dites conventionnées, donc Inuit, Naskapi et Crioux. Mais très honnêtement, c'est souvent un territoire qui n'est pas fait en géographie. Donc, c'est le territoire que tu dis « Ah, j'ai pas le temps ». Fait que c'est dommage. C'est très dommage, même, je dirais. Mais c'est ça. Mais dans ces territoires-là, ben, il est question justement de concepts que vous pourriez réutiliser, réinvestir justement quand il est question d'autodétermination. J'ai mis, pour pallier un peu au fait que, dans le fond, les territoires autochtones ne sont pas faits en géographie, on a commencé à travailler sur des territoires où les gens sont, donc, dans le fond, sur les territoires. Donc, ici, on serait chez les Atikamekw. Puis, bon, on a travaillé avec un certain nombre de territoires. Ces ressources-là existent, mais encore là, c'est pas nécessairement très... c'est pas fait de façon, je dirais, assidue dans le réseau. Ça, c'était la carte interactive, c'est ça, hein? Oui, je pense qu'elle est là quelque part. Donc, on a fait une carte interactive, si c'est ça, la question des territoires. Oui. Tu veux en parler? Ben non, je voulais être certaine. En fait, je voulais être certaine que vous ne passiez pas à côté de cette ressource-là qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun à aller consulter. Donc, c'est une carte interactive là, des nations, puis de la répartition des nations sur le territoire. Donc, c'est comme vraiment possible de mieux se faire une tête là-dessus, puis de bien voir la répartition. C'est ça, hein? Je ne dis pas n'importe quoi. Hein? En fait, c'est que c'est une carte qui existait, là, qui est vraiment assez lourde à voir et qui est l'ensemble des territoires en Amérique du Nord. Nous, on a simplifié, on a pris vraiment les territoires qui sont autochtones au Québec, donc des Premières Nations, des 11 Premières Nations. Donc, voilà. Il y a une question dans le fond, là-bas. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Alors, on demande à la maison où est disponible cette carte. Alors, on valide à l'instant que c'est cliquable. C'est à la diapo 17 qu'on me dit. Merci. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, puis là, vous allez les 11 nations, puis c'est vraiment... Ça concerne seulement le Québec. On dit qu'elle n'est pas cliquable dans la présentation. Je pense que le lien, on le poussait dans le clavardage à une autre rencontre, mais on va insérer le lien assurément. Inquiétez-vous pas, donc vous pourrez rafraîchir la présentation, comme j'imagine, d'ici peu. Oui, cliquable à la page 17. Ah, super. Cliquable à la page 17. Est-ce que c'est beau pour ça? Parfait. Et donc, petit repère de temps, peut-être, Steve, je vais te laisser peut-être parler du repère de temps en US. Là, on parle de novembre, peut-être, qui serait une bonne piste, finalement.
Oui, bien, en fait, c'est ça. Si on peut, tout au long de l'année, on parle des groupes, là, mais comme je vous disais, peut-être pour ce qui est, si vous voulez, tabler sur la Révolution américaine, peut-être le faire après février. Voilà. Et puis, travailler encore là en interdisciplinarité ou en transfert de connaissances, évidemment, comme on sait que c'est des acquis, des connaissances qui auront été développées, travaillées en amont. Donc, gênez-vous pas pour réactiver tout ça. Tu sais, des fois, c'est moins long de travailler en activation des connaissances qu'en enseignement formel. Là, peut-être, je ne l'ai pas dit, mais toute la question des grandes découvertes, entre guillemets, c'est ça qui est écrit. Donc, ça, c'est vraiment au début de l'année secondaire 2. Donc, mais on traite plus des Autochtones, mais en Amérique du Sud. 4e secondaire, on poursuit l'exercice. Donc, on pourrait amener nos élèves à comprendre l'influence du territoire sur les modes de vie propres à chaque nation autochtone. Donc, tantôt, il y a dans une des petites capsules vidéo qui parlait de territoire, entre autres, là, les personnes qui intervenaient, c'est ce qu'elles nommaient, donc la place du territoire dans leur mode de vie. Ce qu'on comprend, c'est que le territoire, la façon d'habiter le territoire et le territoire va avoir de l'impact sur la langue. Comment elle disait ça, la personne qui intervenait, elle disait c'est la langue du territoire. C'est encore flou pour moi, plein d'humilité. Je ne suis pas certaine de comprendre encore en quoi on peut parler la langue d'un territoire, mais il y a comme un lien puis une relation entre les deux. Rapidement, c'est parce qu'elle est linguiste, puis dans le fond, elle travaille sur les morphèmes, puis tout ça, je ne sais pas vraiment. Puis, dans le fond, elle explique que, dans le fond, tel mot est constitué de tel autre qui désigne un élément qui est précis du territoire. Donc, le vent, c'est décrit comme, je ne sais pas moi, quelque chose qui passe dans les feuilles ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, il y a des éléments caractéristiques du territoire qui vont comme influencer une forme de vocabulaire. En effet. OK. Et super. Et aussi, on peut penser là, au niveau de l'artisanat, de certaines formes d'art pratiquées qui ne seront pas pareilles dans toutes les nations. Puis ça, c'est quelque chose, quand je vous dis humilité, là, moi, c'est une grosse dose cette année puis l'an passé d'humilité parce que, bon, j'ai eu l'habitude de traiter les réalités autochtones de façon un peu homogène dans ma vie ECR. Puis finalement, bien, on se rend compte en CCQ qu'on a vraiment à cœur de justement mettre en lumière, je le disais tantôt, la variabilité puis les spécificités de chaque nation. Puis là, bien, c'est le cas ici. Donc, on essaie de voir comment les modes de vie peuvent varier d'une nation à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre, d'un lieu à l'autre sur le territoire du Québec. Donc, ça, c'est vraiment, franchement, intéressant. C'est fascinant. En même temps, c'est un très grand défi parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de particularités. Donc, c'est beaucoup à s'approprier. Ça prend des données solides. Ça prend l'accès aussi à des personnes qui sont... des organismes qui sont voués à mettre ça en lumière. Donc, c'est pas nécessairement facile. Vous avez un exemple ici, c'est cliquable. C'est une petite présentation interactive qui nous a été proposée, là, qui parle là, vraiment, en gros, c'est un gros réseau de concepts. C'est super multimodal, plein de témoignages à l'oral que vous pouvez ouvrir. Il y en a vraiment beaucoup, donc ça vaut la peine d'aller faire un élagage, mais qui parle vraiment chez les Abénaquis, donc l'influence l'occupation du territoire, la langue, comment ils perçoivent leur culture, leur identité, bon, des tonnes de choses comme ça, spécifiquement pour la nation abénaquise. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez que c'est le genre de ressources là, qui pourraient être utilisées. Tout à fait. Donc, peut-être juste dire qu'en secondaire 4, c'est plus en 3 qu'on a vu, on voit un certain nombre de choses, dont l'expérience du territoire, c'est, puis bon, comment les Européens arrivent, puis bon, bénéficient de cette expérience-là des Autochtones pour justement s'établir de façon permanente. Donc, ça, c'est vu en 3. Donc, il y a peut-être une réactivation des connaissances à faire à ce moment-ci. Peut-être aussi dire, bon, c'est clair qu'on a vu un peu les 11 nations et leur territoire rapidement. Donc, ça, c'est un des éléments qui est abordé. Sédentaire, nomade, c'est fait ou c'est plus réactivé parce que ça, c'est plus au primaire. Puis bon, la question allié ou ennemi, c'est souvent, ça revient tout souvent. Donc, les Iroquois sont nos ennemis, puis bon, les Abénaquis sont nos amis. Mais tu sais, c'est pas nommé comme ça, mais tu sais, ça peut être perçu par des élèves comme ça. Donc, j'ai une question ici.
En fait, c'est pas tant une question, mais un constat. Peut-être que je suis à côté de la traque, mais là, je regarde le contenu secondaire 4, là. Puis quand je regarde pratique de bienveillance dans altruisme, il y a altérité. Donc, par rapport au temps et au territoire, le développement de l'altérité entre les peuples. Et je m'excuse, répète. Au Laurence, niveau de ta question. l'altérité, là, donc, c'est pas une question, je me demande si on peut faire les liens, si le lien est pertinent. Ah, OK, secondaire 4, relations et bienveillance, pratique de bienveillance, altruisme, les concepts particuliers ou les exemples associés, là, l'altérité. Ça marche-tu? Bien, c'est sûr que oui. Territoire Puis, tu sais, et ça serait temps. quoi? Mettons, là, je te peinture dans le coin, ça serait quoi une intention pédagogique, là? Comprendre la dynamique. Comprendre la dynamique, les relations sociales actuelles Ouais. entre les Premières Nations puis les personnes allochtones. Ah ouais, Puis OK. les rapports de pouvoir, OK. la dynamique. Puis aussi, en dessous, il y a l'écologisme, tu sais, Oui. qui peut faire un lien pour Oui. intégrer les perspectives autochtones. Puis là, Ouais. je fais juste lancer des idées vraiment? pour faire plus de liens. Mm. Puis après, dans justice et droits, je pense qu'il y a quelque chose Ah, à vraiment? faire là, Assurément. absolument, au niveau des chartes des droits, des Ouais. discriminations, puis des types de justice, quand on parle de la justice réparatrice. Ouais. Ici, Ouais. donc au niveau du territoire, au niveau de la réconciliation peut-être, ou tu sais, de renommée. Puis dans culture et production symbolique, quand on va parler des objets, des cultures alternatives ou je sais pas, culture, je saurais pas où mettre les œuvres autochtones, mais qui tiennent Ouais. compte du territoire dans la représentation Mm-hmm. de l'œuvre ou d'événements culturels marquants ou d'événements historiques dans Ouais. le temps marquants, puis qui va influencer les cultures religieuses, la transformation culturelle, tout ce qui est matériel, immatériel. T'es vraiment c'est partie, des, là. c'est des pistes, là. Fait que moi, je regarde vraiment ça, puis je suis intéressant. comme, tout est dans tout. tu sais. Oui, bien vraiment, là, d'abord, tu sais, puis là, ici, on a gardé mode de vie, on voulait comme raccourcir un peu, mais tu sais, au début, c'était comme une grosse parenthèse, là, sur l'artisanat, la langue et tout ça, qui, effectivement, entrerait dans culture et production symbolique. Fait que c'était un peu ça, l'idée, là, de parler des cultures autochtones. Mais évidemment, tu sais, on aime ça en CCQ, cogner des concepts, comme dirait l'autre, puis les mettre en lien. Fait que aller chercher des choses comme culture alternative aussi, puis mettre ça dans la soupe, c'est clair que ce serait intéressant. Après ça, j'essaie de refaire du pouce sur toutes tes idées là, au niveau de l'éco-responsabilité puis des pratiques de bienveillance. C'est vrai. Là, nous, on essayait de proposer une offre. Mais oui, c'est ça, c'est full intéressant. Et là, ça, on avait parlé un peu, c'était en secondaire 1, me semble, là, qu'on parlait des pratiques d'éco-responsabilité. Au niveau aussi des rapports de pouvoir, des groupes sociaux, rapports de pouvoir, tu vas voir peut-être en secondaire 5 ce qui s'en vient. Ça va peut-être aussi aller dans le sens de ce que tu proposes là, au niveau de la réconciliation. Mais c'est vraiment, écoute, j'aime l'exercice. C'est vraiment, franchement, riche, tout ce que tu proposes. Ouais. Oui, ben non, vraiment pas. Puis au contraire, ce que ça démontre, puis c'est ce qu'on essaie aussi de passer comme message parfois, c'est que ce qu'on aimerait moins, puis en fait, ce qu'on pense qui est moins riche en CCQ, c'est de dire, OK, là, on tasse tout, puis maintenant, on va faire des perspectives autochtones, puis ça va être notre petit bout dans l'année, puis après ça, ça va être fait. Tu sais, ce qu'on trouverait vraiment plus intéressant, c'est de venir, on aime bien le mot saupoudrer, donc venir intégrer donc des perspectives et des regards autochtones sur différentes réalités culturelles qui ne sont pas nécessairement proprement en lien avec les perspectives autochtones, mais tu comprends, de venir les intégrer. Fait qu'on dirait que ton commentaire va un peu dans ce sens-là, de dire, tu sais, regarde, ça ouvre là, plein de possibilités. Ah, tellement. Vraiment, c'est full intéressant. On avait une deuxième question. Oui. Oui, bien, c'était pas vraiment une question, mais parce que je vois que vous avez fait le lien entre Histoire secondaire 3 puis CCQ secondaire 4, mais il y a beaucoup de liens à faire aussi avec Histoire secondaire 4, avec la création des réserves, les 2 phases industrielles, la déforestation du territoire, puis même avec les pensionnats autochtones. Puis si on regarde le dernier chapitre avec la crise d'Oka, il y a quand même beaucoup de liens aussi à faire, je pense, avec le territoire qui peut aller... Tu sais, dans CCQ, mettons l'analyse de relations sociales, tu présentais au début le texte de comment on enseignait
la perspective, disons, autochtone dans les années 50. Fait que je pense qu'il y a quand même des liens à faire aussi, même avec le programme d'histoire de secondaire 4. Permettre de passer à l'autre exemple? Oui, bien sûr. Manette. Peut-être peut-être passer l'autre diapo, hein? Peut-être juste pour rebondir ce que vient de dire. Bien, je te laisse aller où tu veux, ouais. Donc, c'est sûr qu'en secondaire 4, il y a un certain nombre de choses qui sont vues, notamment la loi sur les Indiens, la loi de la Constitution de 1982. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. Les mauvais traitements de l'État aussi, donc la sédentarisation forcée, les pensionnats autochtones, puis toute la question des revendications vers la fin de l'année, dans les années 60, donc la question des femmes autochtones, puis bon, aussi, mais ce qui arrive en secondaire 4, c'est qu'il y a l'examen, tu sais. Fait qu'on voit ces notions-là comme à vitesse grand V, puis c'est sûr que si vous avez... Il y a quelque chose d'intéressant pour vous de dire, OK, ce que vous avez abordé rapidement, maintenant, on va réfléchir sur les impacts de ces choses-là aujourd'hui. Tu sais. Fait que c'est vrai que la portion la plus intéressante sur les Autochtones est en secondaire 4, mais prenez en considération vraiment que pour vous, là, que c'est ça, c'est vu tellement vite que tu sais, il faut revenir sur ces notions-là. Peut-être juste dire un truc, un exemple de projet qu'on a fait, nous, en secondaire 3-4. Ça s'appelle 11 nations, 11 événements. C'est fait en collaboration, justement, avec Médéric Sioui, Wendat, historien. Puis bon, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait le fun, parce qu'il y a peu de ressources qui présentent la vision des Autochtones. Puis bon, l'idée ici, c'est de voir la dépossession territoriale des Autochtones au travers différents événements sur le long terme. Tu sais, ce n'est pas un événement, donc c'est sur 400-500 ans. Puis bon, on l'a expérimenté en classe, puis c'est le genre de choses où je pense qu'un projet qui pourrait être intéressant, Histoire CCQ, et qui peut être fait en secondaire 3 et en secondaire 4. Puis bon, si on a un exemple, c'est que chaque élève avait justement un territoire, un événement à traiter. Donc, ça pouvait être, par exemple, l'exploitation forestière, tu l'as soulevé. Ça peut être aussi tout le choc microbien. C'est incroyable comment cet événement-là passe rapidement dans le programme. Il y a 90 de la population qui sont autochtones qui sont mortes. Bien, on continue. Quoi? 90 comme, imaginez ici, là, il ne reste personne. C'est quand même c'est pour ça que l'évangélisation a eu tant d'importance. Puis même, tu sais, l'établissement des Européens sur le territoire a été aussi aisé. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les élèves, ensuite de ça, présentent un petit peu l'événement à chacun et de voir un petit peu quelle est cette perspective-là des Autochtones, et sous forme de ligne du temps, mais aussi de cercle. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'activité qui est le fun, qui serait vraiment le fun à faire aussi en CCQ, là, ou faire un prolongement en CCQ, puis de s'assurer qu'on puisse continuer la discussion. Là. Oui, mais tu sais, imaginez-vous si une ou un collègue dans votre école réalisait cette activité-là, donc 11 événements, 11 nations, puis qu'après ça, vous récupérez cette espèce d'éclatement des perspectives, vous intégrez ces repères historiques-là, donc liés à des événements parfois, bien souvent traumatisants, puis, qui donc viennent expliquer plein de choses, qui viennent expliquer des inégalités, qui viennent expliquer des situations vécues, des réalités vécues au niveau économique, au niveau social, donc des enjeux contemporains. Donc, imaginez comment ça permet de comprendre mieux les perspectives en présence lorsqu'on peut prendre appui sur une expérience comme celle-là. Puis, tu sais, j'ose croire que les élèves aussi en sont... on le voit de toute façon. Là, on a juste le visuel, on n'a pas le son. Mais, tu sais, les élèves ont quand même... sont ressortis avec beaucoup de connaissances puis beaucoup d'empathie, j'oserais dire aussi. Là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça. On voit jusque là, vous avez une élève qui parle des massacres de chiens de traîneau, donc il y a vraiment beaucoup d'événements. Puis, c'est sûr qu'en histoire, on s'attarde sur les événements, sur l'histoire, le contexte, mais tu sais, la discussion, c'est plus là-dessus qu'il faut poursuivre la collaboration. Vraiment. Je ne sais pas si... Ouais. Est-ce que tu avais terminé sur ces ressources-là? Ou je il y pense avait... que oui. Ouais. À moins qu'il y ait des questions. Là.
Parce que je regarde l'heure. Oui. Puis vous aurez le temps de réagir de toute façon parce que l'idée ici, c'est de vous montrer, c'est le dernier exemple, là, si on veut, d'intention pédagogique qui pourrait être réalisée en CCQ. Donc, en prenant appui sur des ressources, mais dont cette activité-là dont Steve nous parlait, on pourrait, par exemple, amener nos élèves à reconnaître les impacts sociaux et culturels de la dépossession territoriale. Donc encore là, prendre appui sur des événements, sur des traités aussi. Hein? Donc, vraiment, tous les enjeux, la création des réserves, etc., et tout ce que ça a entraîné, évidemment, comme impact, ces contre-coups-là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on les sent encore au sein des communautés autochtones, mais c'est pas le cas partout. La réalité chez les Wendat, justement, et puis chez les Inuits du lac, ça ne sera pas pareil nécessairement. Donc, de venir aussi comparer ces réalités-là, ça peut être intéressant, mais surtout de tenir compte de ces événements historiques-là, c'est essentiel. Puis, on pourrait aussi amener les élèves, on a moins donné des exemples en compétence 2, mais on pourrait les amener à réfléchir à des moyens qui peuvent favoriser la réconciliation, parce qu'en passant, il n'y a pas une bonne réponse puis une formule qui permet d'atteindre la réconciliation, puis voilà, c'est fait. Il y a différents points de vue possibles. Vous avez un exemple, entre autres, ici, il y a Xavier Watso qui parle du concept de réconciliation, qui est un concept qu'on a développé en CCQ. Puis lui, il dit comment, à son avis, ça devrait se passer, mais tu sais, à mon avis, comment ça devrait se passer, il y en a plusieurs au sein des communautés autochtones. Donc, de tenir compte de ces différents points de vue-là, sur quoi ils s'appuient, sur quels repères, etc., ça peut être quelque chose qu'on fait en CCQ. Puis, il y a plein de ressources qui existent. Là. Vous avez ici une petite capsule Télé-Québec qui parle des revendications autochtones. Donc, qu'est-ce qu'on revendique chez les Autochtones au niveau, par exemple, de la dépossession territoriale, au niveau, voilà. J'ai abordé un petit peu tantôt, là, c'est en secondaire 4, examen, tout ça. Mais, tu sais, dire, ça, c'est un exemple de la réconciliation. On arrive à, on peut soulever peut-être le 30 septembre en histoire ou peut-être dire que, parler justement de cet événement-là. Mais, tu sais, on n'ira pas en profondeur. On va juste comme nommer l'événement, les conséquences ou les causes. Mais, tu sais, de travailler sur comment on se réconcilie, là, ça, c'est pas... on ne fait pas ça en histoire, là. On travaille plus sur comment on fait les guerres. Ouais. Et donc, comme c'est quand même beaucoup... je te laisserai peut-être d'abord, veux-tu parler des micro-détails de temps? En fait, c'est ça. La Constitution 1867, novembre à peu près, 82, c'est ça, c'est en mai. Puis c'est ça, les mauvais traitements de l'État, pensionnat, janvier-février, ça, c'est à peu près en même temps. Il faut savoir que les pensionnats ne sont pas abordés au début du siècle, mais c'est dans la deuxième partie parce que les pensionnats ont commencé au Canada avant, puis après ça, ils sont arrivés au Québec par la suite. Mais tu sais, pour dire la vraie chose, c'est que c'est les Oblats, genre des communautés religieuses québécoises qui allaient ouvrir des pensionnats dans l'Ouest canadien. Là. Fait que, tu sais, il ne faut pas non plus se déresponsabiliser puis se dire que c'est arrivé après au Québec. Puis, revendication des groupes autochtones, tu sais, c'est ça. Là, on commence après, en 45-80, avec les différentes revendications des groupes autochtones. Puis, jusqu'à 80 à nos jours, là, c'est vraiment comme avec les environnementalistes, les syndicats, tout ça. Ça fait partie des groupes, les femmes, ça fait partie des groupes minoritaires qui revendiquent des choses qu'on aborde dans le programme. Puis, vous le remarquez, donc, à l'écran, c'est beaucoup en quatrième secondaire. En fait, c'est essentiellement en quatrième secondaire qu'on travaille ces contenus-là. C'est donc de comprendre que nous, le contenu lié à la réconciliation là, en CCQ, c'est en cinquième secondaire que ça se passe, hein, dans groupes sociaux et rapports de pouvoir. Or, en cinquième secondaire, en univers social, dans le monde contemporain, en fait, ça se passe pas. Tu sais, les connaissances, c'est pas là-dessus qu'on peut prendre appui. Il y a rien de formel, il y a rien comme d'obligatoire à ce niveau-là. Donc, on est obligé, comme prof de CCQ, de venir réactiver, dans le fond, puis de venir s'assurer du transfert des connaissances acquises l'an passé, dans le fond. Fait que c'est quand même une bonne job d'activation. En même temps, c'est intéressant. Tu sais, les élèves, on connaît tous les impacts positifs de l'activation des connaissances. Donc, tu sais, vous pouvez travailler de cette façon-là, didactiquement parlant, pour pouvoir justement prendre appui sur ces contenus-là. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas familier encore là, puis que vous n'avez pas les deux chapeaux US et CCQ, n'hésitez pas à aller consulter vos collègues. N'hésitez pas à consulter vos CP aussi disciplinaires. Fait que c'est certain qu'ils vont pouvoir vous aider là, à
mettre plus d'outils dans votre petit coffre. Je vais vous parler un petit peu d'une ressource qu'on a créée en histoire de secondaire 3-4. Donc, si vous voulez voir un petit peu les contenus qui sont abordés dans ces deux programmes-là, bien, ce programme-là sur 2 années, c'est ça, je pense que c'est la ressource un peu incontournable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une historiographie qui est, je pense, à jour. On a travaillé avec différentes personnes autochtones pour la révision. Puis, c'est ça, vous allez voir plus la perspective historique des choses. Ça peut être pour la réactivation des connaissances antérieures, ça peut être intéressant de faire référence à une des vidéos qui est présentée. Bon, il y a l'État canadien. Là, on parle de la sédentarisation forcée des pensionnats. Donc, vraiment, il y a du matériel pour faire cette réactivation-là des connaissances, cette mise en contexte-là qui est nécessaire avant de justement de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bien, tu sais, il y a du stock là, vraiment sur histoire.restitus.qc.ca. Puis, en complément à ça, tu sais, on parlait hier beaucoup de la difficulté puis du défi que ça représente pour nous d'aller constituer des dossiers documentaires sur tous les contenus. Bien, tu sais, ne réinventons pas la roue, là, ici, dans le cadre de ce que tu proposes. Tu sais, c'est vraiment un outil complet. Ça vaut la peine d'aller fouiller. C'est un outil non seulement complet, mais qui a été, dont le contenu a été élaboré en collaboration avec des membres des communautés autochtones. Ça, c'est quelque chose qu'on veut prioriser aussi dans les ressources qu'on choisit en CCQ. Donc, réinventez donc pas la roue, allez-y. Il nous a donné le droit là, d'y aller. Fait que, allez-y, voire même peut-être que vos élèves seront habitués à cette plateforme. Ça se peut aussi. Fait que, tu sais, comme envoyez-les-le, puis ça va... Ou aller chercher, tu sais, vous voulez un petit dossier documentaire, aller chercher des contenus à l'intérieur. Tu sais, c'est multimodal, vraiment. Donc, soyons efficaces. Sur la partie, justement, on voulait aborder avec vous toute la question des sujets sensibles. Un premier élément, peut-être juste intéressant, en fait, c'est Télé-Québec qui a produit ça. Vous voulez-tu dire quelque chose là-dessus? Ou... Non. Non, c'est bon. Peut-être juste rapidement, pour mettre en contexte un peu pertinence historique, perspective historique, puis jugement éthique, pour bien cerner un petit peu ces différents concepts-là. Il y a beaucoup de sujets sensibles, évidemment, quand il est question de la question autochtone. Je ne sais pas si vous connaissez Décoloniser l'histoire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une série qui a eu lieu sur Télé-Québec. C'est intéressant parce que, bon, il y a beaucoup, justement, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire qui ont été peu exploités par les historiens. Tu as des éléments sur les peuples autochtones, mais aussi sur les chauffeurs de taxi, sur les femmes de ménage au début du siècle. Donc, il y a vraiment beaucoup de perspectives en histoire qui est intéressante là-dessus. Puis, bon, tu sais, il y a une tâche qui a été faite sur cette vidéo-là, cette petite présentation-là. Puis, en gros, tu sais, il est question de perspectives historiques dans la question, parce qu'on parle justement des conséquences. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est perspective historique, d'adopter une pertinence historique plutôt, mais une perspective historique, donc comprendre un peu ce que c'est la perspective historique et terminer avec le jugement éthique. Donc, je vous ai mis un petit tableau ici qui vous permet un peu de saisir un peu comment on travaille en histoire. Tu sais, la pertinence historique, c'est se dire, bien, quand on interroge le passé, c'est toujours dans une perspective présente. Tu sais, on pose des questions au passé. L'histoire n'est pas écrite et immuable, puis c'est fini. Là, tu sais. C'est toujours vu avec la lunette, évidemment. Donc, cette pertinence-là historique, c'est on se pose une question aujourd'hui sur comment étaient les Autochtones parce qu'on a une préoccupation aujourd'hui. Même chose pour les femmes. Pendant longtemps, il n'a pas été question d'histoire des femmes parce que, bon, il y a 50 de la population qui est à peu près invisible, jusque dans les années 50-60. Aussi, il faut toujours contextualiser dans le temps en histoire. Donc, justement, cette pertinence-là, en quoi cet événement-là est pertinent et représente et caractéristique d'une période. Si c'est anecdotique, ben, on ne le travaillera pas vraiment. Mais si c'est caractéristique de la période, ben, ça va être pertinent historiquement. La perspective historique, c'est d'essayer de ne pas juger. Dans le fond, un peu comme le manuel du début, ben, c'est sûr qu'il est bien niaiseux d'avoir écrit ça. Bon, ce n'est pas l'approche qu'on veut adopter en histoire. On veut plus dire pourquoi il écrit ça. Hein? Puis en quoi ce document-là décrit une réalité à une époque. C'est ça qu'on veut faire en histoire. Puis, ultimement,
Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas rester insensible. Je ne peux pas dire, ben, on va regarder objectivement Auschwitz. Tu sais, ultimement, je vais dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Mais cet aspect-là, jugement éthique, souvent, puis je pense que Benoît l'a dit tantôt, bien, souvent en histoire, on dit, ça n'a pas de bon sens, le devoir des mémoires, ces choses-là, là, tu sais. Fait que je commence à parler comme toi, c'est drôle. Je fais de l'imitation. Je viens de me rendre compte. C'est de l'osmose. J'ai pris le ton de Marjorie. Est-ce que tu fais ça, ces choses-là? Ces choses. C'est de l'empathie, ça. Je pense que c'est de l'empathie. Ouais. Je pense que oui. Fait que, bon, c'est un petit moment qu'on a ensemble, là, c'est correct, on ne vous dérange pas trop. Mais c'est là que je pense que le CCQ embarque. Puis, tu sais, en tout cas, bref, je te laisse. Bien, c'est là, dans le fond, c'est là que CCQ embarque, puis c'est ce qu'on a mis tantôt, justement, avec Benoît, que, tu sais, on a vu tantôt, on a passé quand même pas mal de temps à se demander comment, en CCQ, on peut utiliser US, donc prendre appui sur ce qui est fait dans le cours du US. Bien là, c'est intéressant parce qu'on voit un peu le retour du balancier aussi, parce que, de votre côté, là, vous vous demandez quand vous êtes rendu au jugement éthique, tu dis, Steve, que vous soulevez des questions, mais, tu sais, faute de plein de choses, tu sais, faute de temps, faute de ressources et tout ça, bien, vous n'avez pas nécessairement la possibilité de vous engager dans ces réflexions-là pour poursuivre une réflexion sur le présent ou encore une compréhension plus approfondie du présent. Bien là, c'est super. Nous, maintenant, on existe. On peut prendre le relais, finalement. Puis, vous pouvez pelleter dans notre cours. Puis nous, bien, c'est notre tour après, là, finalement, de pouvoir aller dans ce sens-là puis pouvoir peut-être approfondir ce jugement. Ce que vous appelez le jugement éthique, nous, on l'appelle autrement, mais tu sais, au fond, c'est le genre de question qui peut se ressembler quand même, dans le fond. Puis, l'autre élément sur lequel je pense que vous avez peut-être une prise en CCQ, c'est la question de la pertinence historique. Pourquoi on se pose ces questions-là aujourd'hui? Tu sais? Fait que ça, c'est important, tu sais, puis c'est un des éléments sur lesquels vous pouvez travailler avec les élèves. Vraiment. On se pose, en histoire, on fait juste dire, c'est important de parler de ça parce que, puis après ça, on passe aux faits, tu sais. Mais vous, c'est sûr, pourquoi on s'interroge sur cette question-là aujourd'hui? Tu sais, de développer sur ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Benoît? Je cours. Tu y vas, OK. On jase, mais j'ai ajouté un petit élément, peut-être dans la façon dont moi je comprends ces distinctions-là. On ne demande pas aux élèves de ne pas poser de jugement éthique sur le passé, mais on les invite à ne pas s'empêcher de comprendre le passé à cause de leur jugement éthique. Si le passé devient incompréhensible, parce qu'on n'est pas capable de se mettre dans la peau des gens d'une autre époque puis de voir comment eux autres posaient leur jugement éthique puis comment eux autres prenaient leurs décisions, puis que le passé devient incompréhensible, bien là, on ne peut pas tirer des leçons du passé parce que c'est comme si c'était plus des humains, tu sais. Ouais. Donc, on veut à la fois comprendre comment les gens raisonnaient dans le passé, puis conserver nos valeurs, puis effectivement dire, ben là, si quelque chose de semblable arrive aujourd'hui, on ne voudrait pas que ça arrive, mais en même temps, on veut savoir pourquoi c'est arrivé, tu sais. Je sais pas, je voulais juste comme ajouter ça pour clarifier la perspective historique, jugement éthique. Oui. Ben, c'est la phrase « oublier le passé, c'est être condamné à le revivre l'histoire ». Oui. Puis aussi, ce que tu nommes, Benoît, c'est aussi toute la différence entre est-ce qu'en CCQ, nous sommes relativistes, puis tout se vaut et tous les points de vue, toutes les perspectives. Tu sais, comprendre une perspective puis comprendre un point de vue, ça veut pas dire d'accepter que c'est quelque chose qui va dans le sens du vivre ensemble puis qui répond à tous nos à nos finalités et tout ça. Donc, il y a une différence entre comprendre, prendre appui, mettre dans la soupe, mais ça veut pas de la compréhension, puis de la réflexion, mais ça veut pas dire pour autant qu'on accepte tout. Puis c'est exactement la même chose avec la perspective historique. On peut en prendre acte, on peut s'appuyer dessus, mais on n'est pas obligé d'être dans dans l'empathie infinie, là, je sais que c'est pas un mot, mais on n'est pas obligé d'être dans l'acceptation totale de certaines choses, mais de les comprendre, c'est quand même un autre pas. Là, fait que je pense que ça allait peut-être un peu dans ce sens-là, ce que tu disais. Le temps file quand même. Donc là, Steve nous parlait en univers social. Évidemment, il y a des sujets potentiellement sensibles qui s'invitent.
En CCQ, bien évidemment, c'est la même chose. Bon, c'est des exemples d'activités qu'on a développées jusqu'à maintenant qui peuvent parfois parler de revendications, justement, de réconciliation, qui peuvent parler, vous voyez, sous enquête, c'est un exemple où on s'intéresse aux perceptions des forces policières selon les régions à travers le Québec. Donc, c'est un peu niché, mais c'est quand même intéressant parce que ça nous permet d'aborder des perspectives autochtones sur cette question-là, notamment, mais d'autres aussi. Fait que tout ça, ça a un potentiel sensible dans des conditions de dialogue, pour l'enseignant aussi, dans sa préparation et tout ça. Donc là, on est loin d'être les experts, nous, en sujets sensibles. On a nos collègues Sivan Hirsch et Sabrina Moisan actuellement qui présentent. C'est elles, les expertes. Mais quand même, on peut dire qu'on a des mots-clés dans notre programme qui peuvent nous aider à aborder ces questions-là. Donc, des mots comme reconnaissance de l'autre, humilité intellectuelle, donc savoir reconnaître les limites de nos connaissances puis de notre compréhension, c'est important de le faire comme prof puis de le modeler aussi auprès de nos élèves. C'est quelque chose d'intéressant. Développer une pensée critique puis en lien avec le traitement de l'information. Le respect des principes fondamentaux, se rappeler qu'il y a des balises démocratiques, des principes démocratiques qu'on se doit de faire valoir et d'appliquer dans notre classe. Okay? C'est les règles du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, se rappeler qu'ils existent, ces principes-là. Puis la bienveillance aussi, là, c'est comme des mots qu'on retrouve dans le programme. Si vous faites CTRL-F, vous les verrez. Puis ben ça peut être aidant. Puis un peu pour résumer, synthétiser tout ce qu'on vous proposait, là, cette espèce de acte de comparaison entre nos postures, je pourrais le dire comme ça, dans le traitement des sujets sensibles. Bien, vous avez ici un petit tableau synthèse comparatif là, qui peut peut-être vous intéresser. Aurais-tu aimé dire un mot de plus sur ce tableau-là? Non, mais vous allez retrouver sur la perspective historique et tout ça, les éléments dans ce tableau-là. Oui, tout à fait. C'est bon? Il reste moins de 10 minutes. On est comme pas pire d'un temps. Ouais. Maintenant, donc, la dernière section va être quand même dédiée à, je vais dire en rafale, à différentes ressources qu'on peut mobiliser en CCQ. Puis il y en a peut-être là, que vous connaissez déjà, puis c'est vraiment correct. Encore là, tout ça est fait dans l'humilité. Nos collègues Univers social ont un pas d'avance quant à la production de ressources en collaboration avec des personnes autochtones. En CCQ, on est au balbutiement de tout ça, donc on s'est surtout occupé de repérer des ressources déjà existantes et des organismes qui peuvent nous venir en aide. Donc d'abord, un passage incontournable, si ce n'est pas déjà fait, l'annexe 3 du programme. C'est nécessaire d'aller la lire. C'est vraiment plein d'indications pédagogiques, quand même vraiment claires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même c'est des orientations vraiment intéressantes. Donc, on vous invite à aller lire ça. Ça nous permet de se faire une tête. Puis, en complément, il y a cette formation offerte par le ministère, mon Dieu, il y a plus d'un an, j'ai envie de dire, il y a 2 ans quasiment, animée par Mathieu Lisotte. Et puis, voilà, c'est très aidant. Intéressant. Je ne veux pas que ça parte. OK, autre chose. Veux-tu dire un mot là-dessus, peut-être, sur celle-là, comme tu as collaboré avec Médéric? Oui, en fait, dernièrement, Médéric a fait un atelier, puis je trouvais ça intéressant aussi, la question du cercle, des aspects de société, mais bref, je ne sais pas si ça a été enregistré, Oui, les webinaires, c'était une série, si vous avez suivi, là, offert par le CRIDAC, et elles sont toutes disponibles, puis celle-là aussi, c'est le cas aussi. Ouais. Parce qu'en fait, c'était la question justement de l'accès au savoir, puis il y avait une partie de réponse sur comment parler de l'art autochtone, ou de toute la littérature et tout ça. Dans ça. Mais en gros, on demandait justement à Médéric Dioui, mettons, si moi, personne allochtone, j'ai à parler justement des perspectives autochtones, quelle est la posture que je devrais adopter? Puis, c'est ça. D'abord, la question de la curiosité, s'intéresser à l'autre. Donc, ça, je pense que là-dessus, vous avez un bac complet sur cette chose-là, comme personne dans CCQ, vous intéressez aux gens. Vraiment? Oui. Je pense. L'authenticité, donc, dire, gars, je ne sais pas, puis je pense que, comme d'avoir plus une... On ne vous demande pas d'être des gens qui connaissaient tout, c'est d'être authentique. Ça, c'est un aspect qui est intéressant. Il parlait de créativité parce qu'il y a peu de ressources existantes, quoique tous les jours, il sort des choses. De plus en plus, oui, quand même.
Puis, bien, la bienveillance, c'est quand même une question qui ben, c'est ça, c'est un des termes qui est abordé. Donc, gardons ça en tête. Une autre, donc, on n'est pas dans les ressources, mais, voyons, c'est pas le bon piton. On n'est pas dans les ressources, mais dans le site dont je vous parlais tout à l'heure, Mythes et réalités autochtones, je trouve que cette citation-là est vraiment inspirante, puis je pense que c'est utile de la garder dans notre petite poche tout le temps. Donc, on peut lire sur la page d'accueil que, bon, ben, eux, ils offrent un espace d'apprentissage où le bonheur d'apprendre est plus grand que la gêne de ne pas savoir. Puis ça a été nommé aussi par les personnes qui intervenaient durant la conférence le webinaire donné par le CRIDAC. Donc, avoir la curiosité, avoir l'humilité de reconnaître ce qu'on ne sait pas, mais tu sais, s'intéresser puis faire un pas vers l'autre, c'est déjà comme ça de gagner. Donc, faire tout ça dans la bienveillance, là, c'est quand même quelque chose qu'on peut avoir en tête quand vient le temps, notamment de choisir nos ressources. Parce que créer des dossiers documentaires, on le sait, c'est un enjeu. Choisir des ressources, on le sait, c'est un enjeu. Assurer son propre développement professionnel puis, tu sais, comme approfondir nos propres connaissances sur un sujet, c'est un enjeu aussi. Donc, il y a différentes choses qui nous ont proposées dans le programme, dans l'annexe 3, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, d'abord, principe numéro 1, faire de la place à l'oralité puis recourir à des connaissances valides. Puis que par connaissances valides, on entend des connaissances qui sont produites par des organismes autochtones eux-mêmes. Puis ça, bien, il y en a de plus en plus, tu le disais. Il y en a beaucoup, là, des centres d'amitié et tout ça, là, vraiment, qui s'emploient à rendre disponibles des ressources sous différentes formes. Donc, c'est pas difficile de trouver. Puis vous aurez une petite mosaïque tantôt, là, je vais vous en proposer. Principe numéro 2, témoigner de la variabilité et de la diversité présente chez les premiers peuples. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Steve l'a dit aussi. Donc, c'est pas une réalité autochtone, c'est pas une culture autochtone, c'est des réalités autochtones et des cultures autochtones. Voyons, j'étais restée pognée dans mes liaisons. Est-ce qu'elles étaient bonnes ou pas? Bien, un exemple là-dessus en univers social, tu sais, c'est un peu comme, dans le fond, si on parlait de nous comme étant les latins, tu sais. Donc, puis bon, tu sais, on sait bien que vous autres, vous êtes des latins. Ben, je ne suis pas un Français, je ne suis pas un Espagnol, tu sais, genre, je suis vraiment différent d'eux. Ou on parle de nous comme étant des Nord-Américains. Ouais, j'ai rien à voir avec les États-Unis. Fait que, tu sais, c'est important de revenir. Puis ça, c'est pas des exemples qui sont de moi, là, tu sais, c'est des personnes autochtones qui ont nommé ça. Fait que c'est important de se dire, ben les Atikamekw, c'est qui? Hein, il n'y a pas les Autochtones, ça n'existe pas. Là, c'est vraiment d'aller vers les différentes communautés. Voilà. C'est un défi, mais en même temps, c'est franchement fascinant. Puis finalement, principe numéro 3, bien, on nous invite dans le programme à visiter le plus possible et se rendre sur les lieux ou dans les milieux autochtones. Bon, vous me direz que c'est pas toujours facile sur le plan logistique, donc je vous propose deux alternatives. Donc, rapidement, s'appuyer puis utiliser des formes de dialogue variées. Des fois, on est habitué au débat, on est habitué à la délibération, des choses comme ça. Donc, des fois, de laisser de la place à la narration, à la table ronde et à l'entrevue pour faire de la place à l'oralité, bien, c'est comme un mariage heureux, tu sais, ça fonctionne. Fait que de laisser de la place à ce genre de forme de dialogue-là, que ce soit dans des témoignages, dans des capsules vidéo, vous en avez plein d'exemples, vous autres. Donc, ça, c'est une façon de faire de la place à l'oralité. Hein. Vous savez que la transmission orale, ça occupe une place importante pour les peuples autochtones. Donc, intéressant. Ensuite, là, j'espère que ça ne va pas tout partir. Ici, c'est un projet qui s'appelle Présent, qui a été réalisé, écoutez, dans le temps d'ECR, mais qui est encore franchement d'actualité. Ça a été fait avec la communauté Wendat dans le coin de Québec. Donc, c'est tout plein, j'oserais dire que c'est tout plein de perspectives sur comment on vit la modernité quand on est Wendat. C'est un peu ça la thématique de base. Donc, vous avez le grand documentaire en haut, puis vous avez plusieurs petites capsules. Donc, c'est un projet là, qui avait été réalisé par un enseignant qui s'appelle Jean-Pierre Verville à la polyvalente de l'ancienne Lorette, mais qui est franchement encore d'actualité et puis qui gagnerait à être mobilisé et investi là, encore aujourd'hui.
Petite mosaïque, donc tout est cliquable. Il y en a certaines ressources dont j'ai parlé déjà, mais tu sais, les mages de ce monde, les Télé-Québec de ce monde, Radio-Canada, saviez-vous qu'il existe un espace autochtone? Donc, c'est un espace d'actualité Radio-Canada, mais qui est dédié aux enjeux contemporains autochtones. Fait que ça peut être intéressant d'aller fouiller là-dedans. Chaîne YouTube sur l'environnement, je vous en ai parlé, donc vous reconnaissez tout ça. Statistique Canada, vous savez, les données en CCQ, oui, vous savez. Donc, statistiques sur les peuples autochtones, fait que ça existe. Ça peut être intéressant d'aller fouiller là-dedans puis d'intégrer ça à nos dossiers documentaires. Donc, tout est cliquable. C'est des exemples. Puis finalement, tantôt, je vous disais, hein, observation directe, aller visiter les lieux, ben oui, mais tu sais, pas toujours possible. Donc, ben nous, au Récit, c'est certain que des fois, il y a certains... On se questionne toujours hein, sur la valeur ajoutée du numérique dans l'éducation. C'est pas toujours... L'équation n'est pas toujours vraie, la valeur ajoutée n'est pas tout le temps là, mais dans ce cas-ci, elle est vraie. Donc, la réalité virtuelle peut nous permettre de se rendre dans des lieux autrement inaccessibles. Il y a même des musées, ici, là, le musée à Mastoyach, qui est disponible en réalité virtuelle, finalement. Donc, c'est des façons de pouvoir observer de manière directe les contextes puis les environnements. Voilà. Fait que c'était comme un peu une rafale, mais en tout cas, vous avez tout ça disponible dans la présentation. C'est cliquable. S'il manque des liens, vous nous le dites, puis on va vous aider. Puis sinon, ben veux-tu, je te laisse le mot de la fin, peut-être? Bien, merci de m'avoir invité. Je suis content d'avoir pu discuter avec vous. Puis jaser avec votre prof, vos collègues d'univers social. Il y a certainement quelque chose à faire en collaboration. Je vous invite de faire. Et on vous remercie, tout le monde. Merci pour votre participation. On salue les gens à la maison, puis on reste disponible là, si vous avez des questions sans problème. Merci. Voilà.